Herzlich willkommen zum Audiobuch Sherlock Holmes L'Essai Napoleon, Teil 7. Falls dir das Audio zu schnell gesprochen ist, dann stell die Wiedergabegeschwindigkeit in den Einstellungen herunter. Ganz wichtig, lest das deutsche Wort, während du das französische hörst. Und damit viel Spaß. Au dehors se trouvait une immense cour remplie de pierres de taille. À l'intérieur, une cinquantaine d'ouvriers étaient occupés à sculpter ou à mouler. Le directeur, un Allemand au type blond, nous reçut très poliment et répondit clairement aux questions posées par Holmes. En consultant ses livres, il constata que des centaines de moulages du buste en marbre de Napoléon, sculpté par Devine, avaient été faits et que 3 d'entre eux avaient été envoyés à Moïse Hudson, 1 ou 2 années auparavant. La fournée était composée de 6 exemplaires. Les 3 autres avaient été vendus à Harding Frères de Kensington. Le directeur n'avait aucun motif de soupçonner que ces 6 statues fussent différentes des autres et qu'une raison quelconque pût décider quelqu'un à les détruire. Cette idée même le fit sourire. Leur prix de fabrique était de 6 shillings, mais le revendeur pouvait les vendre 12. Le buste avait été pris au moyen de 2 moulages, un de chaque côté de la tête. Les 2 profils en plâtre de Paris avaient été juxtaposés pour faire le buste complet. Ce genre de travail était ordinairement fait par des Italiens. Quand les bustes étaient terminés, on les plaçait sur une table dans le corridor pour les faire sécher. Ils étaient ensuite portés à l'atelier. C'était tout ce qu'ils pouvaient nous faire connaître. Mais l'exhibition de la photographie produisit un effet surprenant sur le directeur. Sa figure devint rouge de colère et ses sourcils se froncèrent sur ses yeux bleus de teuton. « Ah, le gredin !» s'écria-t-il. « Oui, vraiment, je le connais très bien. Cette maison a toujours été honorable, et la seule fois que la police y mit les pieds, ce fut à propos de cet homme. Il y a de cela plus d'1 an. Il donna dans la rue un coup de couteau à un autre Italien, puis il arriva, ayant la police à ses trousses, et fut arrêté ici même. Il s'appelait Beppo. Je n'ai jamais connu son nom de famille. Cela m'apprendra à engager un homme avec une pareille tête. C'était pourtant un bon ouvrier, un de nos meilleurs. À combien fut-il condamné? La victime eut la chance de guérir. Il n'eut qu'1 an de prison. Sans doute il a fini son temps, mais il n'a pas eu l'aplomb de se montrer ici. Nous avons dans nos ateliers un de ses cousins. Il pourra sans doute vous dire où il est. « Non, non, dit Holmes. Pas un mot, cousin, je vous en prie. L'affaire qui nous occupe est très importante, et plus je l'étudie, et plus elle me paraît grave. Quand vous regardiez dans votre livre pour chercher la date de la vente de ces statues, j'ai constaté qu'elle avait eu lieu le 13 juin de l'année dernière. Pouvez-vous me dire à quelle date Beppo a été arrêté? Je puis vous le dire à peu près par notre registre de comptabilité. Oui, continua-t-il après avoir feuilleté le registre. Il a été payé pour la dernière fois le 20 mai. Merci, dit Holmes. Je ne crois pas devoir abuser plus longtemps de vos instants. Puis, après lui avoir recommandé la plus entière discrétion, nous nous rentrâmes. Un journal collé dans un cadre à l'entrée annonçait le crime de Kensington comme un assassinat commis par un fou. Et la lecture du journal nous montra que Mr. Harker avait réussi à faire imprimer à temps son compte-rendu. 2 colonnes faisaient le récit de l'événement du jour. Holmes acheta le journal et, tout en mangeant, le parcourut avidement, mais avec des sourires à certains passages. « Ça va bien, Watson, dit-il. Écoutez ceci. Nous sommes heureux de faire connaître à nos lecteurs que les opinions les plus autorisées sont unanimes pour établir le mobile de cette affaire